juin 1942, Bir Hakeim, Libye. Une position défensive française perdue dans l'immensité du désert. Une colonne de panzers allemands avance sur ce qui semble être une cible facile. 3600 Français contre 45 000 hommes de l'Afrika Korps de Rommel. Les équipages des blindés n'entendent jamais le sifflement caractéristique des balles. Un instant, ils avancent en confiance. L'instant suivant, leurs véhicules sont criblés de tirs d'une précision chirurgicale et l'offensive s'effondre dans le sable libyen. L'arme qui les arrête ressemble à un fusil mitrailleur ordinaire. Pas de blindage supplémentaire, pas de mécanisme complexe visible, pas de cadence de feu impressionnante. À première vue, c'est l'arme automatique la plus modeste du désert nord-africain. C'était aussi l'arme automatique la plus précise, la plus fiable et la plus redoutée par les troupes allemandes en Afrique. Le FM 24-29 n'était jamais destiné à impressionner par sa cadence de feu. Il était conçu pour placer chaque balle exactement là où le tireur le voulait, transformant des escouades françaises en unités de suppression chirurgicale. Et il l'a fait avec une précision qui terrorisait l'Afrika Korps. Les arsenaux français l'appelaient le fusil mitrailleur modèle 1924, modifié 1929 ou FM 24-29. Les légionnaires à Bir Hakeim le surnommaient simplement le 29. Les tankistes allemands qui en ont fait l'expérience lui ont donné un nom moins affectueux dans leur rapport. L'arme automatique française d'une précision extraordinaire. 9,2 kg chargés, 1,08 m de long, cadence de 450 coups par minute, calibre 7,5 x 54 mm français, chargeur vertical de 25 cartouches. C'était la mitrailleuse légère que l'armée française avait perfectionnée pendant une décennie et que les Allemands n'ont jamais réussi à égaler. Pour comprendre pourquoi le FM 24-29 est devenu l'arme la plus redoutée des forces françaises libres, il faut comprendre à quoi les Allemands s'attendaient en Afrique du Nord en 1942. Rommel avait construit sa réputation sur la mobilité et la vitesse. Ses panzers et ses troupes motorisées dépendaient d'une doctrine simple: frapper vite, frapper fort, exploiter la confusion. Les positions défensives devaient être submergées par la puissance de feu avant qu'elles ne puissent réagir efficacement. La supériorité numérique et la concentration de blindés créaient un choc psychologique qui brisait la résistance. Cette doctrine avait fonctionné contre les Britanniques, contre les Australiens, contre les Sud-Africains. Mais elle reposait sur une hypothèse: que les défenseurs ne pourraient pas maintenir un tir de suppression précis et soutenu contre des cibles mobiles à 300-500 mètres. Que les armes automatiques sacrifieraient la précision pour la cadence de feu, gaspillant des munitions sans arrêter l'avance. Les Français de Koenig allaient prouver que cette hypothèse était fausse. Les forces françaises libres en Afrique du Nord faisaient face à un défi existentiel. Inférieures en nombre, en blindés, en artillerie, elles devaient défendre des positions fixes contre des forces allemandes mobiles et supérieurement équipées. Churchill avait donné une directive simple à De Gaulle et aux forces françaises libres: prouver que la France combattait toujours, que la défaite de 1940 n'était pas le dernier mot. Bir Hakeim serait cette preuve, si les Français pouvaient tenir. Les armes automatiques existantes présentaient toutes des compromis inacceptables dans le désert. La MG-34 allemande offrait une cadence de feu impressionnante, mais sacrifiait la précision après les premières rafales, gaspillant des munitions précieuses dans le désert où le ravitaillement était critique. Le Bren britannique était précis, mais lourd et lent à recharger sous le feu. Le Bahr américain manquait de bipieds stables, rendant le tir précis de suppression presque impossible. Tous surchauffaient rapidement dans les températures du désert, leur point d'impact dérivant de façon imprévisible après des tirs soutenus. Un problème mortel quand chaque balle comptait contre des panzers en approche. Les forces françaises libres avaient besoin de quelque chose qui n'existait pas dans les arsenaux alliés. Une arme si précise qu'elle pouvait placer des rafales contrôlées sur des cibles mobiles à 400 mètres, même après des centaines de coups tirés. Une arme si fiable qu'elle fonctionnerait sans défaillance dans le sable du désert libyen, jour après jour.
Une arme si économe en munitions que des escouades isolées pourraient maintenir un feu de suppression pendant des heures sans ravitaillement. La spécification semblait impossible, surtout pour une armée en exil, combattant avec des équipements abandonnés après la débâcle de 1940. En théorie, les spécifications techniques étaient simples. Précision, 80% de tir dans un cercle de 50 cm à 400 mètres, même après 200 coups tirés en continu. Fiabilité, fonctionnement garanti dans le sable, la poussière et les températures dépassant 50 degrés du désert. Économie, cadence contrôlée permettant des rafales précises de 3-5 coups, pas un arrosage incontrôlé. Mobilité, poids inférieur à 10 kg pour permettre aux fantassins de manœuvrer rapidement entre positions. En pratique, c'était un casse-tête d'ingénierie que personne n'avait résolu. Chaque amélioration dans un domaine dégradait les performances dans un autre. La précision exigeait un canon lourd. La mobilité exigeait la légèreté. La cadence rapide générait une chaleur qui détruisait la précision. Les ingénieurs de Châtellerault allaient résoudre ce qui semblait être un ensemble de contradictions impossibles. Les ingénieurs de la manufacture d'armes de Châtellerault n'étaient pas des concepteurs d'armes conventionnelles. Ils étaient des perfectionnistes obsédés par un problème que d'autres considéraient comme résolu. L'équipe principale, dirigée par l'ingénieur en chef Dieudonné Sève, qui travaillerait plus tard avec John Browning, avait passé toute la décennie 1920 à étudier les échecs des mitrailleuses légères de la Grande Guerre. Ils avaient analysé pourquoi les Chauchat français et les Lewis britanniques avaient déçu au front. Leur conclusion ? Le problème n'était pas la puissance de feu, mais le contrôle. Ils ont abordé le problème non pas comme des armuriers cherchant à augmenter la cadence de feu, mais comme des ingénieurs de précision cherchant à maintenir le point d'impact. C'était une philosophie radicalement différente de celle de leurs homologues allemands et britanniques, qui privilégiaient le volume de feu sur la précision. Le défi fondamental était thermomécanique. Comment maintenir un point d'impact constant quand un canon métallique se dilate sous l'effet de la chaleur ? Les ingénieurs de Châtellerault ont décomposé ce problème en 3 sous-systèmes interdépendants, chacun nécessitant une innovation révolutionnaire. Toutes les mitrailleuses légères de l'époque fixaient leurs bipieds au tube de gaz ou au boîtier du mécanisme. C'était logique mécaniquement. Ces parties ne chauffent pas autant que le canon. Mais cela créait un problème fatal. Quand le canon chauffait et se dilatait, il se déplaçait par rapport au bipied. Le point d'impact dérivait vers le haut et la droite après seulement 50-100 coups. Les ingénieurs français ont fait quelque chose que tout le monde considérait comme impossible. Ils ont fixé le bipied directement sur le canon lui-même. L'innovation était contre-intuitive. Si le canon et le bipied se dilatent ensemble, de la même quantité, dans la même direction, le point d'impact reste constant par rapport au bipied. Les 2 éléments maintiennent leur relation géométrique même quand la température du canon atteint 300 degrés de Gracile. Pour que cela fonctionne, ils ont dû concevoir un système de fixation qui permettait au canon de se dilater longitudinalement sans créer de contraintes qui le déformeraient. Une série de collets d'acier traités thermiquement, avec des tolérances d'usinage au centième de millimètre. Les tests de 1929 ont montré des résultats stupéfiants. Le FM 24-29 maintenait un groupement de 40 cm à 400 mètres après 200 coups tirés. La MG34 allemande, dans les mêmes conditions, dérivait de plus d'1 mètre. C'était la différence entre toucher un tankiste debout dans une tourelle ouverte et manquer complètement le véhicule. Pour mettre cela en perspective, après 100 coups tirés, le FM 24-29 restait aussi précis qu'un fusil Lebel de tireur d'élite. La MG34 dispersait ses balles sur une zone comparable à la façade d'un immeuble parisien de 4 étages. La course aux armements des années 1930 privilégiait la cadence de feu. Plus de balles par minute signifiait théoriquement plus de puissance de feu. La MG34 allemande tirait 800-900 coups par minute. Impressionnant sur le papier, catastrophique dans la pratique. Un chargeur vidé en 3 secondes, un canon brûlant,
et un tireur incapable de placer des coups précis. Les Français ont fait le choix inverse, 450 coups par minute, exactement moitié moins que les Allemands. Ce n'était pas une limitation technique, c'était un choix délibéré basé sur la psychologie du tir. À 450 coups par minute, un tireur entraîné pouvait tirer des rafales contrôlées de 3-5 coups. Chaque rafale durait moins d'1 seconde, permettant au tireur de voir l'impact, d'ajuster et de tirer à nouveau. Le mécanisme à gaz était délibérément sous-dimensionné pour ralentir le cycle. Un régulateur à 2 positions permettait d'ajuster la cadence selon les conditions. Position normale pour le combat, position rapide pour le nettoyage et l'entretien. Le résultat pratique ? Là où un servant de MG34 vidait un chargeur de 50 cartouches en 4 secondes avec peut-être 3-4 touches, un servant de FM24-29 tirait le même nombre de coups en 7 secondes avec 12-15 touches vérifiées. L'économie de munitions était critique dans le désert où chaque balle devait être transportée sur des centaines de kilomètres. C'était la différence entre un arrosage de jardin et la précision d'un chirurgien. Les Français avaient compris ce que les Allemands ignoraient. Dans le désert, celui qui gaspille ses munitions meurt. Le sable du désert nord-africain détruisait les mécanismes complexes. La MG34 allemande utilisait 47 pièces mobiles différentes. Le Bren britannique en avait 39. Chaque pièce supplémentaire était un point de défaillance potentiel quand le sable s'infiltrait. Le FM24-29 réduisait le mécanisme à gaz à son essence. 23 pièces mobiles, dont seulement 6 exposées à l'environnement extérieur. L'innovation clé était le système de piston à course longue. Au lieu d'un piston court qui nécessitait des ressorts complexes et des surfaces de frottement étendues, les Français utilisaient un long piston qui récupérait l'énergie des gaz sur une distance de 15 cm. Cela permettait d'utiliser des ressorts plus faibles et des tolérances plus généreuses, exactement ce dont on avait besoin quand du sable venait s'interposer. Les surfaces critiques étaient chromées, un processus coûteux en 1929, mais qui payait en fiabilité. Le chargeur vertical signifiait que la gravité aidait l'alimentation, réduisant la dépendance aux ressorts qui faiblissaient avec la chaleur. À Bir Hakeim, où les combats ont duré 16 jours sous un bombardement constant, les rapports français mentionnent un taux de panne de moins de 3% pour les FM24-29. Les MG34 capturés aux Allemands et utilisés par les Français présentaient un taux de défaillance de 27% dans les mêmes conditions. Les servants devaient nettoyer une MG34 toutes les 200 cartouches. Un FM24-29 pouvait tirer 800 cartouches avant de nécessiter un nettoyage de base. La simplicité française battait la complexité allemande. Comme souvent dans l'histoire militaire, l'arme qui fonctionne quand rien d'autre ne fonctionne est celle qui gagne la bataille. Ce qui comptait n'était pas le nombre de balles dans l'air, mais le nombre de balles qui touchaient leur cible. Et en cela, le FM24-29 a dépassé toutes les attentes, les siennes, celles des Alliés, et surtout, celles des Allemands qui ont dû l'affronter. La production du FM24-29 était centralisée à la manufacture d'armes de Châtellerault, dans la Vienne, à environ 300 km au sud-ouest de Paris. Entre 1929 et 1940, environ 52 000 exemplaires ont été produits pour l'armée française. Après l'armistice de 1940, la production a officiellement cessé. Mais les stocks existants sont devenus l'épine dorsale des forces françaises libres. Chaque FM24-29 qui atteignait l'Afrique du Nord était traité comme un trésor. Les arsenaux britanniques au Caire et à Alexandrie ont fourni les munitions 7,5 x 54 mm françaises stockées depuis les commandes d'avant-guerre. Les chiffres exacts de FM24-29 en service avec les FFL restent incertains. Les archives de la France libre sont fragmentaires. Mais les estimations suggèrent qu'environ 8 000 à 10 000 armes ont servi entre 1940 et 1945, équipant chaque escouade d'infanterie française qui a combattu en Afrique, en Italie et finalement en France libérée. Mai-juin 1942, Bir Hakeim, Libye. Première brigade française libre du général Koenig. 3600 Français, dont la 13e demi-brigade de Légion étrangère, le bataillon du Pacifique et des unités coloniales, occupent une position défensive isolée dans le désert libyen.
Leur mission ? Ancrer le flanc sud de la ligne britannique à Gazala. Leur équipement ? Environ 600 FM 24-29, représentant la quasi-totalité de leur puissance de feu automatique. Le 26 mai, Rommel lance son offensive. Les Français devaient tenir 4 jours. Ils ont tenu 16. Le FM 24-29 était l'arme qui rendait cette défense possible. Déployés dans des positions de tir soigneusement préparées, avec des champs de tir dégagés sur 300-500 mètres, ils transformaient chaque escouade française en un point de résistance mortel. Un compte-rendu documenté du 2 juin 1942 décrit « Une colonne de reconnaissance allemande, 12 véhicules blindés légers, approche du secteur sud tenu par la 13e DBLE. À 400 mètres, 3 FM 24-29 ouvrent le feu simultanément. En 90 secondes, 8 véhicules sont immobilisés, leurs équipages touchés par des tirs précis à travers les ouvertures de vision et les écoutilles. Les 4 véhicules restants battent en retraite. Rommel lui-même a noté dans son journal « Sous-estimer la puissance de feu défensive française. Positions françaises doivent être contournées. » L'analyse allemande post-bataille a attribué 40% de leurs pertes aux armes automatiques françaises d'une précision extraordinaire. Les rapports médicaux allemands capturés montrent un ratio inhabituel, 3 blessures à la tête et au torse pour 1 blessure aux extrémités. Cela indiquait des tirs précis, pas un arrosage aléatoire. Février-mai 1943, campagne de Tunisie. 19e corps d'armée français du général Koltz. Après Bir Hakeim, les forces françaises libres avaient gagné le respect de leurs alliés et la peur de leurs ennemis. En Tunisie, les unités françaises rééquipées et renforcées ont mené des opérations offensives aux côtés des Britanniques et des Américains. À Medjez El Bab, le 1er régiment de tirailleurs algériens a utilisé le FM 24-29 dans un rôle différent, guerre de montagne et embuscade. La précision de l'arme permettait des tirs de contre-sniper, utiliser une mitrailleuse légère pour neutraliser des tireurs d'élite allemands à 400-500 mètres, une tactique que les manuels militaires considéraient comme impossible. Les unités allemandes face aux Français ont développé une prudence caractéristique. Les rapports d'interrogatoire de prisonniers allemands capturés en Tunisie mentionnent répétitivement « Les Français ne gaspillent jamais leurs munitions, chaque tir compte ». Cette réputation a précédé les Français en Italie. Les commandants allemands savaient, face à des unités françaises équipées de FM 24-29, les tactiques d'assaut frontal coûtaient trop cher. Mai 1944, Monte Cassino, Italie. Corps expéditionnaire français du général Juin. Dans les montagnes italiennes, le FM 24-29 a prouvé sa valeur dans les conditions les plus difficiles. La guerre de montagne nécessitait des armes légères, fiables et précises à longue distance. Les mitrailleuses lourdes ne pouvaient pas être déployées sur les pentes escarpées. Les armes automatiques conventionnelles manquaient de portée ou de précision. Le FM 24-29, porté par les goumiers marocains et les tirailleurs algériens du général Juin, pouvait engager des positions allemandes à travers les vallées, 400, 500, parfois 600 mètres. Sa précision compensait l'impossibilité d'approcher. Le corps expéditionnaire français a percé les lignes Gustave et Hitler, là où les Alliés avaient échoué pendant des mois. Une partie de ce succès reposait sur la supériorité du FM 24-29 dans le combat de montagne. L'impact psychologique sur les forces allemandes était mesurable. Après la Tunisie, les manuels tactiques allemands incluaient des avertissements spécifiques concernant les unités françaises équipées de mitrailleuses légères de précision. Les officiers allemands ont commencé à éviter les engagements directs avec des positions françaises quand c'était possible, préférant contourner ou appeler l'artillerie. Les interrogatoires d'après-guerre d'officiers de la Wehrmacht ont révélé une peur spécifique. Les Français n'arrosent pas, ils visent. On ne peut pas compter sur la chance pour survivre à une fusillade avec eux. Cette peur était justifiée. Les statistiques françaises montrent un ratio moyen de 8-12 balles de FM 24-29 tirées par ennemis neutralisés. Les statistiques allemandes pour la MG34 ? 80-100 balles. Après Bir Hakeim, les commandants allemands ont compris.
Face à des positions françaises équipées de FM-24-29, l'approche frontale était un suicide. Le silence entre les rafales n'était plus synonyme de sécurité. C'était le signe que le prochain groupe de tir était déjà en train de viser. Si cette exploration de l'ingéniosité française face à l'adversité vous fascine, un abonnement soutient cette recherche. Le prochain épisode examinera une autre innovation oubliée de la France libre. Examinons maintenant comment le FM-24-29 français se comparait aux mitrailleuses légères que les Allemands et les Américains développaient pendant la même période. Les différences révèlent des philosophies, guerres radicalement distinctes. La Maschinengewehr 34 allemande représentait la doctrine de guerre de la Wehrmacht, puissance de feu maximale pour créer un choc psychologique et physique. 800-900 coups par minute, chargeur de 50 ou bande de 250 cartouches. Double usage, mitrailleuse légère avec bipied ou mitrailleuse lourde sur trépied. Sur le papier, c'était impressionnant. En pratique, au désert nord-africain, c'était problématique. 47 pièces mobiles égalaient des défaillances fréquentes dans le sable. Cadence élevée signifiait surchauffe rapide et précision dégradée. Consommation de munitions insoutenable dans le désert. Poids de 12 kg contre 9,2 kg pour le FM-24-29 signifiait mobilité réduite. Bipied fixé au tube de gaz créait une dérive du point d'impact après 50 coups. Les Allemands ont reconnu ces faiblesses. Les tests allemands post-capture de FM-24-29 en 1943 ont admis précision supérieure à distance moyenne, fiabilité exceptionnelle dans conditions désertiques. Cadence réduite compense par efficacité des tirs. Mais la doctrine allemande privilégiait le volume de feu. Modifier cette doctrine aurait nécessité de repenser toute leur tactique d'infanterie. Le FM-24-29 représentait une philosophie que les Allemands n'ont jamais adoptée. Qualité plutôt que quantité. Le Browning Automatic Rifle représentait la doctrine américaine. Chaque fantassin devait avoir une puissance de feu maximale. Le BAR était essentiellement un fusil automatique lourd, pas une vraie mitrailleuse légère. Ses limitations étaient évidentes en comparaison au FM-24-29. Pas de bipied stable ou bipied monté sur le magasin, inutile. Chargeur de 20 cartouches seulement signifiait rechargement fréquent. Poids de 8,8 kg, mais moins équilibré que le FM-24-29. Deux cadences, 300-450 ou 500-650 coups par minute, mais impossible à contrôler sans bipied stable. Tir précis limité à 200-300 mètres, maximum. Bien que les Américains aient développé une version améliorée après la guerre, influencée en partie par les leçons françaises en Corée, le BAR original n'a jamais égalé le FM-24-29 en précision soutenue. Les unités françaises qui ont combattu aux côtés des Américains en Italie et en France en 1944-45 ont noté la différence. Les fantassins américains admiraient le FM-24-29, plusieurs demandant à échanger leur BAR contre des FM français capturés. Le bilan comparatif révèle une supériorité claire. Précision soutenue, FM-24-29 atteignait 80% à 400 mètres contre 45% pour la MG34 et 60% pour le BAR à 300 mètres. Fiabilité dans le désert, 97% pour le FM-24-29, 73% pour la MG34, 85% pour le BAR. Économie de munitions, 8-12 coups par cible pour le FM-24-29, 80-100 pour la MG34, 40-50 pour le BAR. Longévité de service, 40 ans et plus pour le FM-24-29, 28 ans pour la MG34, 38 ans pour le BAR. Dans l'arithmétique sinistre de la guerre du Deuze, désert, le FM-24-29 appartenait à une catégorie distincte. Les ingénieurs français avaient résolu le problème que les Allemands et les Américains n'avaient jamais correctement identifié. Dans des conditions où chaque balle compte, la précision l'emporte toujours sur le volume. Pas la cadence de feu, mais la cadence de touche. Pas l'impressionnant, mais l'efficace. C'était en essence une approche très française. L'élégance de la solution prime sur la brutalité de la puissance. C'est ici que l'histoire devient frustrante dans sa fragmentation. Le FM-24-29 était une arme si intégrée dans les forces françaises qu'elle n'a jamais bénéficié du type de documentation détaillée accordée aux armes plus exotiques.
Malgré des recherches approfondies dans les Archives nationales de France, à Pierrefitte-sur-Seine, les archives du service historique de la Défense à Vincennes, les mémoires personnelles des anciens de la France libre, les rapports déclassifiés des forces britanniques en Afrique du Nord et les documents allemands capturés au Bundesarchiv Militärarchiv, aucun registre complet n'existe documentant chaque engagement où le FM 2429 a joué un rôle décisif. 3 raisons expliquent cette lacune. Les forces françaises libres combattaient pour prouver leur existence. Chaque bataille était une question de survie nationale, pas de tenue de registre bureaucratique. Les rapports après action se concentraient sur les résultats stratégiques, pas sur les détails techniques des armes individuelles. Un sergent à Bir Hakeim notait « Ennemi repoussé », pas FM 2429 numéro 47328 a tiré 247 cartouches avec 31 touches confirmées. L'effondrement de 1940 a dispersé ou détruit une grande partie des archives de l'armée française. Les dossiers de production de Châtellerault, les manuels d'entretien, les rapports d'évaluation, beaucoup ont disparu. Ce qui a survécu était souvent fragmentaire, gardé par des individus plutôt que par des institutions. Paradoxalement, le FM 2429 a souffert de sa propre fiabilité. Quand une arme fonctionne constamment comme prévu, personne ne la mentionne. Les rapports documentent les échecs, les surprises, les innovations imprévues. Le FM 2429 faisait simplement son travail, jour après jour, bataille après bataille. Il est devenu invisible par sa perfection même. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, l'arme existait. Les chiffres de production sont vérifiés. Les unités françaises étaient équipées selon des tables d'organisation documentées. Les témoignages d'anciens combattants, français, britanniques, américains et même allemands, confirment son efficacité. Les détails techniques sont vérifiables. Des exemplaires survivants permettent l'analyse. Les tests de tir modernes reproduisent les performances revendiquées. Ce qui manque, ce sont les histoires individuelles. Le légionnaire qui a arrêté une colonne de reconnaissance à 420 mètres. L'arme spécifique qui a tiré 800 cartouches sans défaillance à Monte Cassino. Ces histoires sont perdues, survivant seulement dans les statistiques agrégées et les souvenirs flous. Aujourd'hui, des exemplaires originaux du FM 2429 se trouvent dans plusieurs musées français. Le musée de l'Ordre de la Libération à Paris, dans l'Hôtel des Invalides, conserve un FM 2429 ayant servi à Bir Hakeim, portant les marques d'impact et l'inscription 13e DBLE gravée sur le boîtier. C'est l'une des pièces les plus visitées du musée, souvent accompagnée de photographies des légionnaires qui l'ont porté. Le musée de la Résistance et de la Déportation de Lyon possède plusieurs exemplaires, dont un utilisé par les maquis dans les Alpes en 1944. Moins connus mais tout aussi significatifs, ces FM 2429 ont été utilisés par la résistance intérieure française après leur récupération sur des dépôts de l'armée d'armistice. Le mémorial de Caen expose un FM 2429 dans son contexte du jour J, montrant comment les forces françaises libres ont participé à la libération. Des exemplaires se trouvent également à l'Imperial War Museum de Londres, au National World War II Museum de la Nouvelle-Orléans et dans des collections privées aux États-Unis et en France. Le FM 2429 a continué à servir l'armée française bien après 1945. En Indochine, entre 1946 et 1954, c'était l'arme principale des parachutistes français, notamment à Dien Bien Phu. En Algérie, entre 1954 et 1962, il équipait les unités du premier REP et des paracoloniaux. Il est resté en service jusqu'aux années 1970 dans certaines unités de réserve. Sa longévité, plus de 40 ans de service actif, dépasse celle de presque toute autre mitrailleuse légère du XXe siècle. La MG-34 allemande a été retirée en 1968. Le Bren britannique, bien que servant jusqu'en 1991, avait été largement remplacé dans les unités de première ligne dès les années 1960. Concepts pionniers du FM 2429 ont influencé la pensée militaire française d'après-guerre. Les forces spéciales françaises modernes, le premier RPIMA, le commandement des opérations spéciales,
privilégie toujours la précision sur le volume de feu. Cette doctrine descend directement des leçons de Bir Hakeim et d'Italie. Le FN MAG belge, développé dans les années 1950 par Dieudonné Sève, l'ingénieur original du FM 2429, incorpore plusieurs principes du design français. Fiabilité par simplicité, cadence contrôlable, précision soutenue. En 2022, pour le 80e anniversaire de Bir Hakeim, le président Emmanuel Macron a rendu hommage aux combattants de la France libre qui, avec leur FM 2429 et leur détermination inébranlable, ont prouvé au monde que la France n'avait jamais cessé de combattre. C'était une reconnaissance tardive, mais méritée. Le FM 2429 n'était pas seulement une arme, c'était le symbole de la résistance française, de l'ingéniosité sous pression et de la conviction qu'une force inférieure en nombre pouvait l'emporter par la supériorité technique et le courage. Dans les ateliers de la manufacture d'armes de Châtellerault, dans la Vienne française, des ingénieurs français ont créé une mitrailleuse légère qui privilégiait la précision sur la cadence, la fiabilité sur la complexité, l'économie sur l'impressionnant. 52 000 exemplaires produits avant la guerre. 8 000 à 10 000 ont servi avec la France libre. 16 jours tenus à Bir Hakeim contre toute attente. 40 ans de service actif, le plus long de toute mitrailleuse légère du XXe siècle. Un nombre incalculable de vies françaises sauvées par sa précision. Le FM 2429 représente la guerre française à son plus haut niveau. Une arme mesurée non pas en balles tirées, mais en position défendue contre toute logique, en respect gagné d'ennemis et d'alliés, en peur instillée chez ceux qui croyaient la France vaincue. Les ingénieurs de Châtellerault ont résolu un problème que d'autres considéraient comme résolu. Comment transformer la puissance de feu automatique en puissance de feu précise. Ils ont transformé la faiblesse numérique française en supériorité qualitative. Et ils l'ont fait avec 9,2 kg d'acier, un bipied fixé directement au canon et une cadence de 450 coups par minute. C'était l'ingéniosité française face à l'adversité. C'était la preuve que la France n'avait jamais cessé de combattre. Et c'est ainsi qu'une mitrailleuse, trop lente, a donné aux forces françaises libres la précision nécessaire pour tenir là où d'autres auraient fui.